Bienvenue pour cette première conversation du festival, donc avec notre parrain Pierre Debauche. Et cette conversation, comme les conversations de l'année dernière, sont animées par ces conversations. Celle d'aujourd'hui et celle des jours prochains est animée par Olivier Neveu, voilà, qui est professeur d'études théâtrales à l'Université de Lyon. J'en profite pour rappeler les deux autres conversations auxquelles on vous convie la semaine prochaine. Le 29, il y aura une conversation avec les intermittents du spectacle sur la question de la réforme de l'UNEDIC en cours. Donc il y aura à la fois Samuel Churin de la coordination des intermittents et précaires de Paris qui sera là, et puis aussi Mathieu Grégoire qui a travaillé sur le contre-modèle qui a été proposé par les intermittents, les syndicats du secteur. Voilà. Et puis la dernière conversation, ce sera le 31 mai avec des compagnies du festival autour des réalités du jeune théâtre. Voilà. Je cède tout de suite la place à Olivier et à Pierre, et à tout à l'heure. Est-ce que ça marche? Oui. Merci. Alors, la proposition de Benoît est à la fois un immense cadeau et puis une immense gageure aussi, puisque interroger ou dialoguer avec Pierre Debauche, c'est une vie gigantesque. Et par où commencer, par quoi commencer, et quel pan privilégié entre le poète, le dramaturge, le metteur en scène, le créateur d'institutions, et pas seulement le directeur d'institutions, on y reviendra. Vous avez créé des choses qui sont devenues des institutions. Le comédien, enfin voilà. Donc on va essayer, on va tenter, on va prendre un point de départ. C'est toujours très difficile de commencer, donc un point de départ à la fois arbitraire et en même temps assez logique, qui est les commencements, avec une première question qui serait sur la... Est-ce que vous vous souvenez de la première pièce que vous avez vue et de la première pièce qui vous a marqué, ce qui n'est peut-être pas tout à fait la même chose, qui vous a marqué peut-être de manière déterminante? La première pièce que j'ai vue, j'étais pendant la guerre, j'étais dans un collège d'orphelins de guerre, sur des voies pédagogiques nouvelles, c'est-à-dire qu'on était tous, selon les écoles anglaises, certaines écoles anglaises, dans un collège très particulier où tout le monde... Où tout le monde essayait de se mettre au monde d'une façon... J'ai eu la chance inouïe de faire mes humanités à 6 élèves. Ça, c'est une chance stupéfiante. Hein. J'ai rien fait en réalité. Je me suis laissé vivre cette période de guerre épouvantable. Et on nous a emmenés à 8 voir Othello. Et ça m'a frappé beaucoup. J'ai eu de la chance, la première pièce que j'ai vue, c'était Shakespeare, c'est pas mal. Et puis, celle que je me rappelle, c'est la première que j'ai jouée. J'ai joué la 7e femme de Barbe Bleue, et j'étais furieux parce que on introduisait ma réplique, j'avais qu'une réplique, et je connais encore la pièce par cœur. C'est vous dire si j'étais furieux. Hein. Le Seigneur Barbe Bleue, par cette fois, prit femme. Le Seigneur Barbe Bleue, par cette fois, s'en repentit. C'était encore un truc, encore un truc pour vous rendre plus proche des femmes, quoi. C'est épatant, quand même. J'ai bien commencé ma vie. Et alors, j'étais furieux parce que ma réplique, c'était « Mais elle, le cœur tout ému, en larmes fond, on lui répond. » Et je passais ma tête et je disais « Turlututu ». Voilà comment j'ai commencé le métier d'acteur. C'est inoubliable. Hein. Et est-ce que vous vous souvenez du moment où vous vous dites que voilà, votre vie aura à voir avec le théâtre? Est-ce qu'il y a un moment ou des moments qui déterminent ce... Oui, il y a un moment, j'étais à l'hôpital militaire. C'est tout un roman aussi, qu'est-ce que je faisais à l'armée. J'étais objecteur de conscience en réalité. Puis je me suis dit dans un deuxième temps que j'étais objecteur de conscience parce que j'étais un intellectuel, donc j'allais me mettre dans la difficulté comme tout le monde. Et tant qu'à faire, j'ai choisi l'artillerie parce que j'ai jamais rien compris en mathématiques, donc je me suis mis exprès dans un truc plein de mathématiques pour ne pas perdre mon temps. Du coup, j'étais avec 300 ingénieurs. Mais comme j'étais le seul à travailler, j'étais premier de promotion, donc j'ai pu choisir mon affectation et j'ai pu choisir d'être officier d'éducation,
Ce qui, dans Ramée belge, est vraiment un truc où on peut travailler vraiment à faire des choses passionnantes. Je pouvais m'occuper des femmes, des sous-officiers en perdition, je pouvais m'occuper des orphelins, je pouvais m'occuper... Par exemple, je pouvais faire un rapport à mon général par-dessus la tête de mon propre colonel s'il était con. C'était magnifique. Donc, par exemple, il voulait absolument, mon colonel, enfermer un garçon qui avait fait une bêtise, il voulait le mettre chez les fous. Or, je savais qu'il était claustrophobe, donc j'ai pu sauver la vie de ce garçon en allant expliquer au général que comme il est claustrophobe, il fallait le mettre dans une ferme dans les Ardennes et pas l'enfermer chez les fous. Donc j'ai été utile, quoi. Alors j'ai fait ça, mais c'était à l'hôpital militaire parce que je croyais que c'était normal qu'il pleuve dans mon lit, il paraît que ce n'était pas normal. Et alors j'ai attrapé des rhumatismes épouvantables. J'ai été 6 mois à l'hôpital militaire et là j'ai commencé, la seule lecture que j'avais c'était la revue du TNP. Ça m'a fait un stage militaire intéressant. Alors là, j'ai su que j'allais faire ça. Mais en réalité, je ne faisais pas ça du tout. J'étais en train de faire philologie romane. Donc, philologie romane. Donc, j'ai fait une thèse sur l'évolution syntactique du rapport d'agent dans les langues romanes. Sur la préposition par en roumain du XIIIe siècle, c'était moi le plus fort en Europe, c'est sûr. Ça ne sert à rien, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Ça vous donne une carte de visite. Puisqu'on parle des années de guerre et de la guerre, dans le spectacle, je vais revenir à des choses là très très graves et dramatiques. Dans le spectacle, vous dites une chose que j'avais très rarement entendue, ou que j'ai très rarement entendue sur l'écriture de Beckett. Vous dites que l'écriture de Beckett, après-guerre, c'est pas du tout une écriture de la déréliction, de la catastrophe, c'est aussi une écriture de la catastrophe, mais c'est une écriture de la conquête de la vie, 15 secondes par 15 secondes, et qu'il apparaissait absolument stupéfiant qu'on imagine après-guerre qu'on pourrait écrire comme avant, que cette chose-là pourrait se faire comme avant. Est-ce qu'on peut dire ce qu'a été la cassure de la guerre pour vous? Mais les gens ont vraiment cru, en appelant ça, ce que nous faisions, notre tentative, en l'appelant le théâtre de l'absurde, ils ont vraiment cru qu'on allait jouer comme en 1939, comme s'il ne s'était rien passé, mais c'est des malades mentaux. C'est les gens qui sont fous, absurdes. Nous, on allait très bien, on cherchait. On cherchait comment se remettre de ce choc à la gare de Namur. J'étais là, j'avais 15 ans. Je voyais les garçons revenir des camps de concentration dans leurs costumes rayés et boire l'infâme breuvage qu'on leur tendait tiède et n'avoir aucun récit, être totalement atone, totalement absent. Il n'y avait plus matière à un récit. On avait dépassé ce stade-là. Et notre tentative, ils l'ont appelé théâtre de l'absurde, mais je les emmerde. On enseigne encore ça dans les écoles, c'est criminel. C'est des fous furieux. Ils ont cru qu'on allait jouer Giraudoux comme si c'était rien passé, comme si on était en 1939. Ah, la guerre est finie. Hein? Guégué, marions-nous, mais c'est des fous. Le langage était détruit. Dieu était mort, le langage était mort. Rasibus, le langage, il n'y avait plus. On était dans un degré zéro du langage parce qu'il n'y en avait plus. Et alors, il y a 3 génies qui s'amènent, je vous signale au passage qu'ils sont tous les 3 étrangers, c'est-à-dire Beckett, c'est-à-dire Ionesco, c'est-à-dire Gelderode, sont tous les 3, et Adamov aussi. sont tous les 4 des étrangers qui nous ramènent la santé, qui nous ramènent Ionesco des langages de rigolade parce qu'il tirait sur les ambulances du langage pour achever le travail, que ce soit clean, que ce soit propre, qu'il ne reste plus rien. La cantatrice chauve, c'est une tentative de détruire ce qui reste. Beckett, il nous apporte des espérances de vie de 15 secondes. C'est génial. C'est prodigieux dans l'état où on était. Il restait rien, rien, rien. Et c'était, comment dire, j'en parle de façon bouleversée parce que c'est pas drôle d'avoir 20 ans
et de devoir faire 50 ans de théâtre d'après-guerre. C'est pas marrant du tout. C'est pas de bol. Je suis fou de joie d'expliquer à mes étudiants actuellement que c'est fini tout ça, qu'ils ont droit à du temps de paix, qu'ils ont droit... je date de la chute du mur de Berlin, le jour où on a pu dire un beau poème sans s'excuser qu'il soit beau. Oui, c'est pas rien. Ça veut dire que la dérision avait le pas sur tout. Maintenant, il y a quelques malades mentaux qui croient que c'est encore d'actualité, mais tant pis pour eux. Ils essayent d'assassiner le désir parce qu'il manque de matière. Ils essayent d'assassiner le désir. Il y a un complot parisien pour assassiner le désir, mais qui ne marchera pas. Je ne pense pas qu'ils ont la moindre chance d'y arriver. En tout cas, tant que je suis là, il y a de l'espoir. Il ne faut pas se laisser faire. C'est incroyable d'idiotie, ça. Cette dérision-là est malsaine, est effrayante. Il ne reste rien. Alors, ils sont fous de joie quand il ne reste rien. Moi, je ne suis pas fou de joie du tout. Si on assassine le désir que mon père a eu tellement de mal à m'enseigner, ce serait dommage, vraiment. Et en plus, c'est le but du théâtre, le désir en tant que futur, l'expérimentation d'un futur possible. Le théâtre n'a pas d'autre but. Il ne peut pas en avoir d'autre. Comment dire? Que c'est quoi une comédie? C'est un projet de pique-nique. C'est pas autre chose. Et si on boit beaucoup de champagne, on va arriver à ce que tout s'arrange. C'est quoi un drame? C'est un projet de négociation fait par des plénipotentiaires bienveillants. C'est quoi une tragédie? C'est essayer de voir pourquoi ça n'a pas fonctionné la fois d'avant et que la fois d'après, ça ira mieux, parce qu'on a fait l'effort de comprendre quelque chose à pourquoi ça n'a pas fonctionné cette fois-là. Mais chaque fois, on parle du futur, sinon ça ne sert à rien d'entrer en scène. On parle de quelque chose qui n'est pas encore là. Comment dire? Vous savez, on dit souvent « l'homme n'est pas fini ». Eh bien, c'est le travail des acteurs d'essayer de comprendre 2-3 lois essentielles qui font que ça va progresser, que ça va bouger. Et quand je dis que ça va bouger, comment vous dire, je parle vraiment. C'est en scène que pour la première fois, mes oreilles ont bougé. Ça fait peur, hein? Regardez. Ben, les gens, ils ne savent pas faire ça. Moi, je sais faire ça. Parce que je suis acteur. Parce que je suis acteur. Je suis en train d'essayer de faire fonctionner des trucs qu'on ne fait pas fonctionner d'habitude. Ça fait 55 ans que je fais ça, avec toute ma conviction, d'essayer de comprendre comment... Par exemple, nous sommes... Je pense que... Et j'ai l'air de dire des blagues, mais... Ils sont fous de vouloir faire voler ensemble paisiblement les équipages qui partiront fonder l'homme vénusien sans demander aux gens de théâtre. Nous sommes les seuls à savoir comment il faut faire pour que des équipes puissent survivre ensemble des temps très longs sans s'assassiner. On est les seuls à savoir faire ça. On deviendra des conseillers de la NASA... avant qu'il soit à l'âge d'un cochon de lait, parce qu'on est beaucoup plus compétents que d'autres pour faire ça. Parce que nous avons joué à faire exprès de faire les choses. Nous avons un entraînement à faire exprès qui est extraordinaire. On croit qu'on fait semblant, parce que ça, c'est n'importe qui dit ça. Mais nous savons que nous faisons exprès. Pratiquons l'art de le faire exprès. Donc, d'avancer dans la connaissance. Si vous voulez, la recherche fondamentale, je pèse les mots, la recherche fondamentale de comportement futur, ça passe par les acteurs. Parce qu'on fait exprès de faire les choses, donc on expérimente et on répète longuement. On se met à part, on est très peu nombreux, hein, on est 1 sur 10 000 au niveau de la nation.
On est peut-être 10 000 en tout. 1 sur 6 000, quoi, alors. Et on cherche des comportements neufs. Vu comme ça, c'est d'un intérêt immense. Des comportements neufs qui fassent moins de meurtres, moins de désastres, moins d'assassinats, moins de violence, moins et plus de fraternité. Nous sommes la seule profession, écoutez bien ça, c'est peu connu, nous sommes la seule profession depuis la Libération où toutes les écoles supérieures, contre toute statistique de rôle éventuel possible, a pris moitié garçon, moitié fille. Les seuls. Toutes les écoles supérieures de France ont fait ça. On pris à l'entrée, moitié garçon, moitié fille, malgré que toutes les autres techniques disaient, comme il y aura 80 mecs à l'arrivée et 2 filles, ben on prend 2 filles à l'entrée et 80 étudiants. Mais nous, non. Contre toutes les statistiques de rôle éventuels, nous avons pris moitié garçon, moitié femme. Et nous sommes très fiers de ça, parce que c'était juste, simplement. Simplement parce que c'était juste. Je suis en train d'écrire une pièce, une comédie musicale, sur l'égalité des hommes et des femmes, et je m'amuse bien parce qu'il y a matière. Alors, repartons. Donc, il y a votre histoire individuelle, subjective, avec la découverte du TNP. Il y a la grande histoire, avec le désastre de la Seconde Guerre mondiale. Et vous arrivez aussi en 1955 à Paris et vous rencontrez l'histoire du théâtre, parce que vous allez au Théâtre Babylone, dont vous avez parlé il y a 2 jours dans le spectacle. Vous assistez à En attendant Godot, Jean-Marie Serrault, Roger Blin, enfin le Théâtre Babylone dirigé par Jean-Marie Serrault, une mise en scène de Roger Blin. Est-ce qu'on peut dire quelques mots sur ces 2 grandes figures qui sont presque totalement évincées des histoires du théâtre et pourtant qui en sont des figures décisives? C'est plus grave que ça. Le ministère de la Culture, avec ses fameux directeurs du théâtre, ont laissé mourir Jean-Marie et Roger, interdits de chèques, pendant que, comment il s'appelait l'architecte là, qui a été réhabilité, Pouillon, était réhabilité, eux, ils étaient interdits de chéquer. Ils sont morts dans la misère, mais dans la misère crasse. C'était les 2 plus grands hommes de théâtre du XXe siècle, en tant que découvreurs, en tant qu'initiateurs, en tant qu'intelligents, simplement. Et ils sont morts. Moi, j'ai vu Jean-Marie Serrault faire les vitres à Montparnasse pour nourrir sa jeune femme africaine. Je l'ai vu faire les vitres. C'était invraisemblable, c'était fou. On a affaire à des fous, à des gens qui croient, je ne sais pas ce qu'ils croient d'ailleurs, ils ne croient à rien, semble-t-il. Là, j'en ai la preuve. C'était bouleversant complètement. Mais qu'est-ce qui fait qu'un jeune homme de 25 ans va au Théâtre Babylone, voir En attendant Godot, par quel concours de circonstances, puisque la légende veut que... Mais je lisais la revue du TNP, donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée de demander une permission à l'armée et d'aller... Et puis quand j'ai vu Godot, j'ai été le voir chaque jour, parce que c'était une révélation totale d'une plausibilité de langage. De nouveau, c'est le premier langage possible que j'ai entendu après la guerre. Le premier qui faisait sens, où il y avait un sens, malgré l'apparence. C'était prodigieux. C'était tout à coup... l'espérance avait droit de citer pendant 15 secondes. C'était magnifique, prodigieux. Un événement prodigieux. J'étais bouleversé, j'étais hors de moi. Et naturellement, toutes ces personnes que j'ai vues ce jour-là, cette semaine-là, je les ai retrouvées ensuite. J'ai travaillé avec Lucien Rambourg, j'ai travaillé avec Latour, j'ai travaillé avec Jean-Marie. J'ai travaillé avec toutes ces personnes, mais je ne savais pas encore.
Et donc à ce moment-là, vous allez devenir, dans ces années 50, un comédien professionnel. Ouais. Et vous travaillez avec... alors c'est des grandes figures, c'est Villard Oui. aussi. Vous rencontrez comment le TNP dont vous lisiez en quelque sorte les aventures Parce que je prenais mon petit déjeuner volontiers à Saint-Germain-des-Prés, où j'habitais. Et je prenais mon petit déjeuner à l'Old Navy, qui était un bistrot, avec Adamov. C'était l'homme désespéré qui avait le plus beau rire du monde. C'est rare, hein? Le plus désespéré qui rit le mieux. J'étais ébloui et je retrouvais un peu mon père, en quelque sorte, d'ailleurs, là, parce que mon père, je lui dois beaucoup. Et il était formidable. Alors, lui avait traduit La mort de Danton. Et comme Villard lui dit que Bouquet n'est pas libre pour reprendre le rôle de Saint-Just, alors Adamov a dit à Villard qu'il prenait son petit déjeuner avec Saint-Just tous les matins et qu'il lui amenait. C'est comme ça que ça s'est fait. Et le passage à la mise en scène? Oh, le passage à la mise en scène, c'est que c'est presque obligé. Quand vous êtes en désaccord avec certaines pratiques, vous n'allez pas mettre le feu au théâtre, vous n'allez pas faire exploser tout ça, vous n'allez pas faire la révolution, vous décidez de devenir metteur en scène, c'est la seule façon de protester et qu'il soit correct. Il faut faire sa propre pratique, quoi. À ce moment-là, je ne jouais que des monstres sur la rive gauche. J'ai joué plein de monstres. Terrible. Terrible. Mais des beaux monstres, hein. Perlimpline, par exemple, de Lorca, c'est un beau monstre. C'était des beaux rôles. Mais j'ai décidé de monter Marivaux pour enfin jouer un jeune premier. Il était temps, parce que j'avais pas un physique trop à la mode, alors on me cantonnait dans les monstres. Alors j'ai joué La surprise de l'amour. Pour une surprise, c'était une surprise. C'était avec Sylvia Montfort. On l'a monté J'ai fondé le théâtre Daniel Sorano de Vincennes avec ça, pour le jouer 6 fois, et en le finançant moi-même. Et puis on l'a joué 400 fois. Ça, c'était parti tout seul, sans se faire exprès. J'ai fait exprès en faisant exprès. En faisant pas exprès. C'était quoi les pratiques avec lesquelles vous étiez en désaccord de mise en scène? Tout. C'était pas les pratiques, c'était tout. C'était tout faux. Ils avaient tout faux. C'était une recherche sentimentalo, crypto freudienne, sans intérêt du tout, quoi. Il y a des auteurs comme ça qui m'emmerdent profondément. Comment faire à ce moment-là? J'ai mis du temps à prendre conscience que les auteurs avec qui j'aurais passé ma vie à parler tous les jours, par exemple avec Tchekhov, je parle tous les jours, on se parle tous les jours. C'est pas une blague, c'est pas une phrase comme ça, on se parle tous les jours. Je suis fou amoureux de Tchekhov et de sa conscience de mourir en disant « Ich sterbe », pouf. Quelle santé. Et j'ai une passion pour Tchekhov qui s'est encore confortée parce que, déjà souffrant, toussant beaucoup, il a quitté sa copine, il a quitté sa clientèle de médecins, il a quitté son public d'hommes de théâtre et il est allé faire une enquête à Sakhaline, à Perpète, au nord-est de la Russie,
Il a traversé toute la Sibérie pour aller à Sakhaline écrire 300 pages sur le destin des bagnards de l'époque. Pour ça, je l'aime à la folie, quoi. C'est un fou qui fait ça, qui abandonne tout pour aller s'intéresser aux bagnards. Ça, c'était un esprit qui occupait le terrain. Hein. Il n'y avait pas un seul morceau de vie qui n'intéressait pas Tchekhov. Et par conséquent, qu'est-ce qui l'intéressait? Les femmes. Je me suis aperçu, au bout d'un temps, que les quelques auteurs qui m'intéressaient bien, Sophocle, par exemple, qui est un grand, tu vois, il y a un désaccord total, par exemple, dans ma tête, entre les amoureux de Sophocle et les amoureux d'Anouilh. Ils ne savent pas lire, quoi. Ils ne savent pas lire. Ils ne voient pas que d'un côté, il y a des contes qui se règlent et qui ne sont pas très honnêtes, et tandis que chez Sophocle, il y a un immense tragédien qui tient à bout de bras le destin de l'humanité, et que l'autre, c'est un petit machin sentimentalo merdeux qui n'a qu'un intérêt très vague, et tous les profs de lycée sont devenus amoureux d'Anouilh. Eh bien, tant pis pour eux, ce que vous voulez, c'est grave. Mais j'ai encore d'autres comptes à régler avec les profs de lycée qui sont plus graves. Je vais mourir bientôt parce que j'ai l'âge, parce que j'ai 84 ans, pas cacher mon âge, et je vais mourir bientôt dans des conditions assez agréables, j'espère, parce que j'ai demandé qu'ils évitent l'acharnement thérapeutique, donc ça va aller, j'espère convenablement, mais quoique, hein, on ne sait jamais. Et j'en veux quand même à la nation, j'en veux à Pivot de se faire passer pour un maître. C'est pas un maître, c'est un crétin. Pourquoi? Parce qu'il fait des dictées. Il fait des dictées. Alors, la dictée de Bernard Pivot. Et on enseigne aux enfants, mais pour de vrai, vous avez entendu parler de ça, qu'il y a 5 voyelles en français. On enseigne ça pour de vrai aux enfants. Et c'est pas vrai, il y en a 16. Et comme on n'enseignait pas les 16 voyelles de la langue qu'on parle, on détruit la langue. Tous les profs de français sont coupables de détruire la langue française. Il faut le faire quand même. Comment vous dire ça? Comment vous expliquer clairement? Il y a 16 voyelles en français. Par exemple, pour faire un vers de Racine, il faut 12 voyelles. Alors, avec nos 5 malheureux machins, on n'y arrive pas. Hein? Alors, ils disent, mais on fait attention quand même parce qu'on a mis des accents. Ça, les phonépticiens, là, c'est une catastrophe ambulante. Ils sont persuadés qu'ils inventent la langue avec des accents. Mais la lettre « e » n'a jamais eu besoin d'avoir un accent pour se dire « e ». Pour un homme de la langue, le « e » préexiste à l'accent. « Et » c'est ça la voyelle, c'est pas l'accent. Comment vous dire? Si j'écoutais Pivot, je devrais jouer Racine comme ceci. « Ariane, ma sœur, de quel amour blesseux, accent aigu, ça marche pas. » C'est drôle, hein, j'ai essayé, ça marche pas. Ça ne marche pas. Vous mourûtes au bord, vous fûtes laisseux, accent aigu, ça marche pas. On ne peut pas faire ça. La voyelle « e » est plus forte que Bernard Pivot, c'est bizarre. Hein? Alors, c'est gravissime. On détruit la langue parce que, comment dire, on a affaire à des fous. On a affaire à des fous. C'est le même prof de diction qui fait cours aux politiciens de droite et de gauche. C'est lui qui leur enseigne de faire des liaisons abusives. Les institutions. Ils font tout ça. C'est des malades mentaux, ils détruisent la langue française.
il serait au Louvre en train de raturer des toiles de Renoir avec un canif, je ne vois pas la différence, hein, je m'excuse, moi je ne vois pas la différence. Les institutions, ils raturent avec un canif une toile de Renoir. Ils détruisent la langue qu'ils prétendent parler, dont ils prétendent être maîtres. Sans compter que quand j'étais prof au Conservatoire de Paris, avec un président de la République qui zézayait, toute la classe zézayait. Parce que les politiques, ils montrent l'exemple quand même. C'était un cauchemar d'enseigner, un cauchemar de travailler Racine avec des zézayants. Alors, comment est-ce qu'on n'enseigne pas les 16 voyelles du français dans les écoles de France? Expliquez-moi. J'ai été plus loin que ça. J'ai fait une conférence sur comment Méziguiche met en scène à la Sorbonne. Et il y avait 60 agrégés devant moi. Et les 60 agrégés n'ont retenu qu'une chose, ils ont retenu les 16 voyelles. Ils ont dit, vous pourriez nous parler des 16 voyelles, parce qu'on n'est pas tellement au courant. Les bras vous en tombent complètement, c'est hallucinant. A, E, I, O, U, ils ne peuvent rien faire avec ça. Ariane, ma sœur, de quel amour blessé. A, I, A, E, A, E, E, A, U, E. Et avec A, E, I, O, U, on ne peut pas faire ça. De quel amour blessé? On ne peut pas du tout dire le mot amour avec les 5 voyelles. Parce qu'il n'y a pas OU dans A, E, I, O, U. OU est un son pur tenu sur un souffle. C'est ça qu'on appelle une voyelle. Je suis désolé, hein. Je m'excuse, mais il n'y a pas d'autre définition possible. OU. Et elle est où dans A, E, I, O, U? Il n'y a pas. On cherche en vain, on cherche partout. On cherche. Vous n'avez pas vu un OU par là qui traîne? Mais non, non, ça n'existe pas. OU, on ne connaît pas. Mais amour, alors? Ah ben, amour, c'est pas un mot français, ça, c'est pas. Ça se saurait. Amour, ça se saurait. C'est un mot français. Il n'y a pas de OU dans la langue française. C'est des fous furieux, hein? C'est un truc gravissime. Et alors, ils m'ont demandé d'expliquer les 16 voyelles, donc je vais vous les expliquer aussi, parce que sinon, on va me lyncher à la sortie, hein? Alors, c'est un scoop, parce que je vous les explique pour de vrai. Il y a une ligne qui s'appelle les palatales. Pourquoi qu'elle s'appelle les palatales? Parce que quand on va du A moyen au I, à mesure qu'on fait A, E, I, la langue rebique dans le palais comme ça, vers le palais dur, et c'est pour ça qu'on les appelle les palatales. En dominante, ce qui se passe, c'est que la langue fait comme ça. A, E, I. Le I étant la plus lucide, la plus étonnante. Mais alors, comme le I est une voyelle lucide, je vous demande personnellement, comme c'est dimanche, cet après-midi, d'emmener un I avec vous en promenade et de l'emmener dans votre lit ce soir, d'avoir un rapport personnel avec un I, mais qui soit sensuel, pas, je ne parle pas de choses intellectuelles là du tout. Je parle pas intellectuellement du I, je parle sensuellement du I. Faire un I pur. I, A, E, I, les palatales. 4 déjà. Il faut savoir que tous les linguistes admettent qu'il y a 3 A différents en français. 3 A pour arriver à 16. J'ai besoin de 3 A. Il y a le A
de je n'irai pas, qui est un A moyen, de j'irai à quatre pattes, qui est un A bref, comme ça, et que j'irai manger des pâtes. Le voile du palais s'abaisse pour faire pâtes. C'est un A qui demande une position musculaire différente. Donc, ces trois A, là, je vous fais un cours de théâtre pour de vrai, hein, ce n'est pas une blague. Je ne vous triche pas sur la marchandise. Le A, donc, quand je mets un A au début d'une des lignes, dites-vous qu'il est différent, mais j'y reviendrai après. Alors, la deuxième ligne, il y a trois lignes, et il y a trois A, donc c'est facile à retenir. Donc, la deuxième ligne, c'est la ligne des vélaires. Pourquoi? Parce que le voile du palais, le palais mou derrière, s'abaisse à mesure qu'on va du A moyen au A, O, O, U. Alors, dans le sud-ouest, je ne vous dis pas le carnage. Hein. Ils vont tous en vacances à la Bolle. Ils vont tous en vacances à la Bolle parce que les phonéticiens n'ont même pas pensé à mettre un accent pour les O. Ils en ont mis pour les E, on ne sait pas pourquoi. On ne saura jamais. Mais pour les O, ils n'ont pas pensé qu'il fallait en mettre un. Donc, ils ne savent jamais quand on dit O ou quand on dit O. Et tout le sud-ouest continue à parler implacablement la langue d'Oc et pas la langue d'Oïl, ce qui complique la vie. Ça reste stable. J'ai été, personnellement, marcher le long de la Gartempe, un peu au-dessus de Limoges. C'est là la frontière linguistique où la langue d'Oïl devient langue d'Oc. Et comme il n'y a qu'une langue nationale, paraît-il, mais ça se saurait s'il y avait qu'une langue nationale, parce que là, le carnage dans les Hauts, dans le sud-ouest, je le vis tous les jours. Alors, donc, A, O, O, I. Ou, pardon. A, O, O, A, O, O, ou. Ça, c'est les vélaires. Ou étant le voile du palais très abaissé. A, E, U. Le E de peur, et de je d'ailleurs. E de peur, E de feu. C'est pas la même voyelle, c'est quand même clair, je sais pas. Je ne comprends pas ce qu'ils ne comprennent pas. J'ai un mal fou à essayer de réaliser comment fonctionne la tête d'un prof de français. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout à quoi ils pensent. Je ne comprends pas du tout comment ils peuvent se retrouver avec leurs accents et leur folie furieuse. A, E, U, 3 x 4, 12, et les 4 nasales, ça fait 16. Il y a 3 A. Chaque fois que je dis A, c'est un vrai A, ce qui les distingue des autres. Vous comprenez? A, E, U, A, O, O, U, A, E, I. 3 x 4, 12. Vous êtes d'accord avec le compte? Et les 4 nasales. Et comme grâce à Aznavour, qui fait assonner parfum et chagrin, les étudiants n'entendent plus la différence entre le 1 et le 1. C'est pas la même voyelle, bon Dieu. Alors on va se retrouver à 15, et Racine va devenir archaïque. Et là, je serais mort, heureusement, parce que sinon, j'aurais pris le deuil. Parce que c'est pas possible, quoi. Voilà. Merci. Alors, on voit bien une attention forte à la langue. Vous l'avez dit aussi, un refus du psychologique, du sentimental. Mais les années 50, quand vous commencez à faire de la mise en scène, par exemple, quelqu'un comme Villard refuse le titre de metteur en scène. Il se fait appeler régisseur. Oui, est-ce que vous endossez ce terme de metteur en scène? Et qu'est-ce que vous mettez derrière qu'est-ce que c'est qu'un metteur en scène pour vous? Villard était intelligent. Mais plus intelligent, on meurt tout de suite derrière. Parce qu'il a réinventé une chose capitale pour la survie des uns et des autres. Il a réinventé la virilité dans le romantisme. Et ça,
c'est un cadeau fabuleux, hein, grâce à la plupart du temps des auteurs allemands, ce qui était le comble du paradoxe. Donc la virilité dans le romantisme, ben oui, quand on a pris plein la gueule pendant 5 ans, il y a ceux d'avant la guerre et ceux d'après la guerre, on n'est pas les mêmes. Hein. J'avais 15 ans à la Libération et j'ai quelques souvenirs pas tristes. Donc voilà, Villard est mon héros parce qu'il avait réinventé une unité théâtrale faite de lumière et de grands espaces. Et puis, oui, je dis bien, la virilité dans le romantisme. Il y a tout un pan de la sentimentalité inutile qui a disparu, qui a été détruite grâce à ces soins attentifs de psychiatres bien élevés. Et vous définiriez comment votre activité de metteur en scène, à vous? Ben, je ne sais pas. La seule façon que je peux vous raconter une activité de metteur en scène, c'est de vous lire. Je viens d'écrire un bouquin, je l'ai là. Je ne vais pas vous le lire entièrement, c'est dommage, parce que c'est pas... Vous voyez la santé qu'il a, le mec, quand même. Alors, j'ai écrit, ça s'appelle « Le grand écart ou les 51 nouvelles de la joie de vivre ». Alors, c'est déjà un grand écart, hein, la joie de vivre. Et alors, une des 51 nouvelles, dont je vais tâcher de retrouver la page, c'est consacré à la mise en scène chez Mesguich. Alors, ça ne parle pas de moi, mais ça parle quand même de mise en scène. Forcément. Donc, je ne vais pas tout vous lire, mais je vais vous lire une partie. Voilà, alors... Bon, oui, en plus, c'est long. C'est la mettre en scène, ça commence. Non, voilà. Une pensée a le mérite de donner aux émotions leur légitimité. Ça, c'est une des premières pensées que tout metteur en scène devrait se faire. Une pensée a le mérite de donner aux émotions leur légitimité. Ainsi, le cercle des passions peut devenir habitable, car les émotions en vrac sont un carnage, par exemple la dérive d'une sentimentalité orpheline. Daniel Mesguich, jeune, pratiquait Derrida, avec une connaissance où l'admiration initiale servit de sésame, puis Sixous, puis les autres. En 1971, il fut mon élève et il m'enseignait une vérité magistrale. Le théâtre, disait-il, a besoin d'un espace, et cet espace serait la différence entre ce que l'acteur dit et ce que l'acteur fait. Donc, toute représentation théâtrale produit de façon continue une métaphore, en sorte que l'action devient la métaphore de la parole et la parole la métaphore de l'action. À l'indicatif présent de la représentation, seule la non-littéralité produit ce phénomène. Ainsi, une métaphore continue peut par nature servir de tremplin aux métaphores du second degré, qui, elles, tendent à l'inoubliable. C'est déjà un petit peu pointu, hein, mais c'est pourtant tout simple. Ça veut dire que si on fait comme on dit, ben c'est raté. C'est aussi bête que ça. Si on fait comme on dit, c'est raté. Si on fait, alors il a pris le petit, il l'a bercé dans ses bras, hein, et puis il a pris le train, ben, il n'y a pas de théâtre. Il n'y a pas. Dès que c'est littéral, c'est foutu. Dès que vous voyez des gens faire des choses littérales, appelez les flics et faites-les arrêter, parce que ça gagnera du temps. Ce jour-là, j'ai appris que je faisais des métaphores sans savoir, et comme le théâtre est l'art de la faire exprès, ce fut pour mon travail une avancée importante. Donc c'est mon élève qui m'avait appris quelque chose. Je voudrais évoquer ici Daniel Mesguich en train de mettre en scène. Il a choisi un texte qui, d'après son intuition, et l'intuition, c'est se rappeler un événement qui n'a pas encore eu lieu. Ça, c'est de moi, la définition, mais elle me fait rire. Qui, d'après son intuition, peut rendre compte de l'ère du temps, en même temps qu'il peut coïncider avec les révolutions formelles qui le tiennent éveillé.
C'est un concept très important, l'air du temps. C'est quoi l'air du temps? C'est l'érotisme des nations, par exemple. C'est pourquoi, dans un automne donné, 7 capitales européennes vont monter la même pièce sans s'être consultées. Ça, c'est l'air du temps. Vous pouvez être sûr qu'il y a quelque chose qui va se retrouver dans les cabinets des psychiatres à toute vitesse. L'air du temps, j'ai la preuve que ça existe. Une année aux Amandiers, j'étais complètement déprimé. Alors j'ai confié mon théâtre à quelqu'un. Je suis parti, au lieu d'aller à l'hôpital psychiatrique, je suis parti à Venise. Et j'ai marché 5 mois en Venise. Je suis rentré complètement guéri. Et avec 11 pièces que j'avais envie de monter. J'allais donc très bien. Ma liste était donc secrète. Elle était secrète. J'avais capté l'air du temps. Et j'ai monté la première pièce, qui était La Fuite de Mikhail Bulgakov, dans une traduction en 8 thèses. Et le temps que je monte La Fuite, ma liste était secrète. Hein? Les 10 autres pièces étaient montées. Ma liste était objective de l'air du temps. J'ai donc la preuve que je peux détecter l'air du temps. Il a fallu tout recommencer, mais il fallait que je trouve de nouveau. Seulement, là, je voudrais arrêter avec mes sguiches et venir tout de suite sur une préoccupation qui m'affole, qui me met en colère, qui me met hors de moi. C'est que nous avons une société d'auteurs. 48. Ah, t'es fort, hein? Ah, j'ai retenu. Il est fort, oui. Incroyable. Il se rappelle les numéros, c'est incroyable. 42, c'est bon, j'avance. Alors, voilà. Donc, nous avons une société d'auteurs qui est riche, indéniablement. À voir tout le pognon qu'ils me prennent, ils doivent être très riches. Et ils sont sans cesse en train de se lamenter qu'il n'y a pas d'auteur. Il n'y a pas d'auteur de nos jours, il n'y a plus d'auteur. Ben forcément, je vais vous lire ma liste d'auteurs. Vous allez voir s'il n'y a pas d'auteur. C'est invraisemblable. Mais on marche sur la tête. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu depuis la Libération comme grands auteurs? Mais vous allez voir, la liste, elle n'est pas évidente non plus. Mais qui est-ce qui est patriote de cet auteur? Tous les hommes de théâtre devraient l'être déjà. Toutes les universités, tous les lycées, toutes les ambassades. Je vais faire en sorte que ça arrive. Je vous lis ma liste d'auteurs. Samuel Beckett, François Biédou, Jean Genet, Georges Chéadé, Albert Camus, Arthur Adamoff, Jean Vauthier, Henri Pichette, Jacques Audiberti, Jean-Paul Sartre, Aimé Césaire, Louis Guillou, René Depestre, Boris Vian, Armand Gatti, Kateb Yassine, Michel Tremblay, Charles Bertin, Paul Willems. Paul Willems est un Belge exquis, très grand écrivain, et il ne connaissait pas les bons journalistes. Alors Henri Michaud est devenu connu en France, mais lui, non. Les Belges l'ont gardé pour eux, mais c'est bien dommage. C'est un très, très grand. Roger Planchon, Michel Binavert, Jean-Claude Grimbert, Pierre Guyetta, Robert Angebault, Serge Valetti, Lolé Bellon, Bernard-Marie Coltès, Arabal, Eugène Ionesco, Valère Navarina, Jean-Claude Briseville, René Kaliski, Sonny Laboutancy, Roland Dubillard, Michel de Guelderode, Michel Garneau, Antonin Artaud. Voilà une liste déjà très convenable, je dirais magnifique, et qui s'en occupe? Le ministère, non. L'Académie, non. La SACD, non. Une édition s'impose. Ce serait quand même bien d'envoyer l'œuvre majeure de chacun de ces écrivains à toutes les ambassades, à tous les lycées, à toutes les universités, qu'il y ait une référence. C'est notre richesse à nous, les acteurs, et on s'en fout, on a tort. C'est un scandale, c'est une honte.
on devrait s'occuper de ça à plein temps, de cette liste-là. On devrait faire un plan de travail. J'ai demandé à des gens autour de moi s'ils avaient lu récemment une pièce de François Biédou. On m'a regardé comme un malade mental. C'est un immense écrivain. Comment va le monde, monsieur? Il tourne, monsieur, est une très grande pièce. Eh bien non, on n'entretient pas les choses. C'est notre trésor de guerre et on ne s'en occupe pas. C'est étonnant. C'est incompréhensible même. Donc là, je suis en colère. Mais je ne peux pas passer ma vie en colère, donc il faut rigoler de temps en temps. Vous avez dit un mot, on peut dire quand même un mot de cette aventure incroyable qui est Nanterre, qui est la création de Nanterre Amandier. Parce que voilà, c'est un lieu qui sort de terre, quasiment, oui, même littéralement, qui devient un des lieux les plus importants de la création dans les années 70. Et puis, vous y montez un certain nombre d'auteurs dont vous venez de parler, que ce soit Gatti, que ce soit Kateb Yassine, que vous invitez. Donc peut-être dire comment on crée une institution dans les années 60, et en plus, qui plus est, dans les mois et les années qui suivent mai 68. On pourrait imaginer une nation, ça pourrait s'imaginer, une nation dont les metteurs en scène seraient des gens subtils, exquis, charmants. Mais ça n'existe pas. Les seuls qui ont survécu à l'impossibilité de faire de la mise en scène en France, c'est les obstinés. Tous les metteurs en scène de France sont obstinés. Avant tout, ils ne sont que ça, mais ils sont ça. Obstinés. Têtus mulets. Des malades d'obstination. Il faut être fou allié pour vouloir faire de la mise en scène parce qu'on n'a pas les moyens. On doit créer des lieux, il faut créer des choses sans fin. C'est très, très difficile d'imposer quelque chose. Il faut un peu de bol aussi, il faut avoir un peu de chance. Moi, j'ai eu la chance de tomber en désaccord total avec la ville de Vincennes. C'était le colloque de et à Vincennes, que ceux qui ont une pensée politique se rappellent ce que ça veut dire. C'était gratiné. Alors, la ville de Vincennes a voulu m'empêcher, alors que j'avais fondé avec mes sous le théâtre Daniel Sorano. C'était comme ça. Un matin, j'ai décidé de fonder ce théâtre plutôt que de me suicider. J'étais pas con. Hein. Ça revenait au même. Mais c'était une autre utilisation de l'envie de vivre. Alors j'ai fondé ce théâtre et j'ai monté la Judith de Hebel. Ça a été un succès absolument stupéfiant, mais je n'avais pas fait exprès. Parce que je suis quand même un personnage naïf, je vous le jure que c'est vrai. Je n'avais pas du tout théorisé que le fait que le traducteur de la pièce soit Gaston Gallimard allait faire que toute la presse serait présente au garde à vous à la première. J'ai fait un tabac, mais comme plus jamais j'en ai fait un. C'était monstrueux. Alors, j'ai eu le prix des U, enfin des prix de mise en scène, on ne peut plus savoir qu'en faire, une folie. Mais tout de suite, j'ai été rappelé à l'ordre quand même, parce que Paris Match est venu en courant pour faire 600 photos. Il voulait faire 6 pages sur l'événement. Mais c'est la semaine où les sœurs Watchell ont gagné les Jeux Olympiques. Alors, c'est la première fois où je n'ai pas fait de carrière. C'était un truc comme ça. Mais ça n'a pas d'importance. Ça ne change rien. Alors, le truc... attends, j'en étais où? Avec... Au désaccord avec la municipalité de Vincennes. Ah oui. Alors je voulais monter une pièce de Léonide Andreïev qui s'appelle Le Roi Fin, F-A-I-M, le Tsar Fin. Et la ville me dit, par l'intermédiaire de son adjoint à la culture, que c'est pas possible que je monte une pièce aussi scandaleuse et que j'avais qu'à leur faire un Molière pour les fêtes. Molière a dit, pas dû être content, Molière. Hein. C'est vraiment incroyable comme phrase. Et alors, j'ai dit, reçu au conseil municipal, j'ai dit, écoutez, je préfère
plutôt que de ne pas monter cette pièce, je préfère quitter la France, quitter Paris, faire autre chose, mais sûrement pas vous obéir, ça n'a aucun sens. Et vous savez pourquoi ça n'a aucun sens? Parce que vous n'êtes pas très cultivé quand même. Quoique maire de la ville, vous êtes en train de m'interdire de monter une pièce qui est sur la liste des impôts comme faisant partie des pièces tellement culturelles qu'on est détaxé quand on les monte. Alors, il faudrait savoir. Hein? Il n'y a rien à dire à ça, c'était objectif comme critère. Alors, ils n'ont pas voulu entendre rien du tout. Là-dessus, je suis parti, j'ai ouvert une carte de Paris, j'ai dit les villes se développent à l'ouest, Nanterre, la seule adresse, comme ça, bon. Et puis j'ai été sonné à la ville, et puis j'ai rencontré M. Raymond Barbet, qui était un immense bonhomme, un immense esprit, un homme de qualité exceptionnelle. Alors, naturellement, il y a ces moments terribles où il faut apprendre à vivre. Hein. En montant, je demande à l'administrateur, Paul Sabatier, qu'est-ce qu'on demande pour faire un festival à Nanterre? Il dit, je ne sais pas, 5 briques. Tu crois? 10, non? Et alors, on demande 10 briques et puis on les obtient à notre stupeur. Et après, je me suis retrouvé avec 10 briques de dette. Et le maire qui savait tout, qui dit, j'ai cru que vous alliez en demander 20 quand même. Donc, on se trimballe 10 briques de dette comme ça sur une boutade. C'est un métier impossible. Hein. Alors, ça a été affreux parce que comment on a fait Nanterre, un chapiteau, et le premier jour du chapiteau, le commissaire de police, qui continuait sa guerre d'Algérie, lui tout seul, m'a envoyé 2 flics pour interdire la vente de billets. En disant, votre chapiteau, là, ça sert à faire du catch, c'est pas très fiable. Mais on fait du catch dedans. Moi, je fais du théâtre. Oui, mais le théâtre, c'est dangereux, le catch, non. Alors, j'étais donc interdit de vendre un seul billet. J'étais bien parti, hein. Alors, comme je suis quelqu'un de très courtois, j'avais été voir le futur secrétaire général de la future préfecture des Hauts-de-Seine pour lui annoncer que j'allais faire un truc à Nanterre. Et il m'a envoyé aussitôt un motard qui a prié ces messieurs de s'écarter. Et j'ai pu vendre mes billets. Mais on n'était pas passé loin. Et ça a tout de suite été conflictuel comme ça. Donc, la vie quotidienne, elle se fait pour de vrai, en dimension réelle. Les sportifs qui faisaient le bar de ce premier festival, au bout de la 3e semaine de répétition, ils ont dit, qu'est-ce qu'ils travaillent, ces gens-là, c'est incroyable comme ils travaillent. Hein. Et du coup, ils sont venus voir. Sinon, ils ne seraient jamais venus voir. Donc, il y a un petit déclic comme ça qui se fait, qui a son prix. Comment ça on fait? Je ne sais pas comment on fait. Je ne sais pas. C'est pas faisable. C'est certain que c'est pas faisable. J'ai eu tous les problèmes imaginables qu'on peut avoir. Je me suis ruiné 3 fois. Il y a une chose qui est très frappante quand on revoit des images de l'INA à Nanterre. Vous parlez de l'importance pour vous de s'adresser à une population de travailleurs immigrés. Vous faites venir Kateb Yassine. Quand on lit les pièces que vous montez, les auteurs, on va venir très vite à ce que vous créez à Limoges avec les francophonies. Il y a comme ça une constante très très forte dans votre travail qui a à voir avec l'anticolonialisme, qui a à voir avec l'anti-impérialisme. Vous êtes belge, nous sommes français, on sait de quoi on parle, sur les puissances impériales et les puissances coloniales, avec comme ça un souci constant de donner la parole à ces peuples opprimés, à ces langues-là et à ces travailleurs-là. Est-ce qu'on peut dire un mot sur cette importance que moi je déduis du répertoire des œuvres que vous montez? Est-ce qu'elle est réelle? Oui, bien sûr, elle est réelle, mais comment faire
C'est gratiné d'être belge, hein, sur ce thème-là. Français aussi. Hein. Hein, non, mais belge, c'est fort de café. On était quand même en charge du Rwanda. C'est pas terrible, hein, on se vante pas souvent de ça. C'est pas terrible. Alors, comment dire, on ne peut pas comprendre rien si on ne comprend pas ça. Bien sûr, comment dire, comme je travaille là sur les femmes, hein, il y a le concile de Mâcon, 555. Le concile de Mâcon, j'ai l'air de partir du problème colonial, mais c'est le même. Non, c'est le même. Le concile de Mâcon a fait une proposition importante. Il a essayé d'étudier si les femmes ont une âme. Et ils ont décidé à 3 voix de majorité que les femmes ont une âme. C'est des malades mentaux, quoi. Un truc mais sans humour, hein. C'était pas drôle. C'était pas pour être drôle. C'était vrai. Alors, le plus fort, c'est que l'Église catholique a eu des problèmes de remords avec ça. Et 1066 ans après, Innocent X a décidé de faire une bulle pour dire qu'ils se trompaient au concile de Mâcon avec leurs réflexions. Mais ça veut dire qu'ils ont laissé pendant 1066 ans le bruit se propager quand même. C'est pas terrible comme aveu. C'est grave. C'est quelque chose... C'est comme les voyelles en français, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'on ne comprend pas. Donc je ne comprends pas comment on ne comprend pas que ce n'est pas normal, le colonialisme, ce n'est pas normal, l'apartheid, ce n'est pas normal. Il me manque des catégories, quoi. Je suis fabriqué de telle sorte que je ne comprends pas. Il faut dire que j'ai eu un père qui m'a beaucoup aidé. J'avais un père invraisemblable. Ma mère était très catholique, et elle pouvait bien, hein. Et mon père, pas du tout. Il est rentré de la guerre de 14, plus jeune officier d'armée belge. C'est pour ça que j'ai fait la guerre est jolie, en souvenir de lui. Et alors, chaque année, maman partait en retraite à l'abbaye de Maretsu avec son frère. La voiture tournait le coin de la rue de l'Ange, la rue commerçante. Et alors, il allait chercher dans son armoire sa trompette thébaine. Il ouvrait les fenêtres qui donnaient sur la rue commerçante. Il jouait de la trompette thébaine avec ses 115 kilos de sous-mouillé. Et appuyé sur la trompette comme l'ange du jugement, il disait « Les enfants, maman est partie en retraite, je déclare ouverte la grande Nouba. » Et alors nous, c'était le rite, ça s'est passé en 34, en 35, en 36, en 37, en 38, en 39. C'était 3 jours nonsense totalement, plus rien ne voulait rien dire. Donc on commençait, on n'avait plus envie de rien, c'est ça le problème. Ils se rendaient compte, hein, qu'on n'avait plus envie de rien. On était élevé tellement sévèrement qu'on n'avait plus envie. Alors, on disait, on veut aller chez Berotte, c'était le marchand de glace. Alors, on mangeait 1 glace, 2 glaces, 3 glaces, 5 glaces. Alors, il disait, le péché véniel de gourmandise, c'est quand on roule sous la table. Et le péché mortel, c'est quand on meurt. Donc ça, c'était un recyclage assez fort, quand même. Et alors, le genre de blague qu'il nous faisait, il a dit, en revenant de la guerre de 14, moi, je ne ferai plus jamais rien que rigoler. Et ma mère vendait du tissu pour assurer la bouffe, et lui, il nous faisait des blagues. Alors, la blague la plus redoutable qu'il m'a faite quand j'étais jeune, qui fait l'objet d'une de mes nouvelles, c'est qu'il m'avait préparé au catéchisme de Namur. Ma mère m'avait emmené voir le vicaire à l'église Saint-Loup. L'église Saint-Loup, elle est connue dans le monde entier parce que Baudelaire est mort au fond de l'église. Après avoir dit beaucoup de mal des Belges, ça, il se l'est donné, là. Et voilà que ma mère m'emmène à un monsieur qu'on appelait le vicaire.
Et puis mon père me fait réciter ma leçon tous les jours à 5 heures dans son bureau. Je récitais la leçon. Alors je vais à la leçon, j'avais mon petit costume, j'étais bien prêt. J'avais 6 ans, tout prêt à fonctionner. Et ma mère m'emmène. Et mon père m'avait fait répéter, j'étais fin prêt. J'allais faire un tabac. Alors j'arrive, et puis le prêtre dit, quels sont les 7 péchés capitaux? Vous, là. Et putain, le tabac que j'allais faire, je savais au rasoir. L'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, la luxure, l'ordre et le mariage. Alors, il y a eu un double take immobile. Le toit de l'église m'est tombé dessus. Le prêtre est devenu tout blanc. Il m'a dit « Sortez immédiatement, sortez !» Je suis sorti en évitant le bénitier pour pas qu'il m'explose la figure. J'ai rien compris ce qui m'est arrivé. Ma mère a pleuré 3 semaines. Mon père m'a couvert de glace à la vanille qui parfois était chocolat. Et j'ai osé lui demander un jour après, longtemps après, pourquoi tu nous fais des blagues aussi cruelles? Il dit pour que vous soyez moins bêtes. Rien à dire à ça. Hein? Alors, mais je n'avais toujours pas compris. Alors, c'était dur de comprendre quelque chose à ça parce que c'était violent comme système quand même. Alors, il y a eu des aventures sans fin que je raconte dans mon bouquin. C'est assez rigolo. Par exemple, je ne peux pas m'empêcher de vous raconter l'histoire qu'on allait goûter chez les grands-mères. Tous les dimanches, mon frère récitait le même poème du père jésuite Van Trix. C'était un poème sadomasochiste sur le martyre du petit Ignace, âgé de 4 ans à peine. Alors, c'était terrible, hein? Je le connais encore par cœur. Le truc, c'est alors, on l'arracha à sa mère. Ce fut sa mère que l'on coucha sur le billot. Ce fut le sang de sa mère qu'il vit gérer à flot. Ce fut la tête de sa mère qu'il vit rouler à ses pieds. Il ne trembla pas, le petit. N'importe quoi. Et alors, c'est terrible parce que mon père m'appelle. Non, d'abord, il y a la fois où mon père a dit à mon frère de 7 ans plus âgé que moi, arrête avec ce truc, c'est insupportable. D'abord, c'est raciste contre les Japonais, c'est insupportable. Et puis, c'est épouvantable, ce texte. Alors, le dimanche d'après, il ne veut pas y aller. Et moi, je connaissais le texte par cœur, avec les gestes et tout. J'ai fait un tabac, mais comme jamais plus de ma vie, j'ai fait un tabac. J'avais l'âge du rôle, en plus. Vous voyez le truc. Et alors arrivent les noces d'or des grands-parents. Et pour les noces d'or des grands-parents, tout le monde prépare son petit numéro. L'oncle moine de Maretsu, il va faire le cidre framboisie, une chanson inepte, stupide. Le cousin français, il allait chanter « Pour vous obliger de penser à moi », tout ça. Et moi, j'étais prévu dans le martyre du petit Ignace. Et ma mère me fait un petit costume spécial en velours pour la circonstance, avec une bretelle tyrolienne, je ne vois pas ce qu'elle venait faire, mais enfin, c'est comme ça. Et alors, j'allais à mes essayages tous les jours. Hein. Arrive, et mon père m'appelle et me dit, écoute, je vais te faire beaucoup de peine, mais il n'est pas question que tu dis ce texte imbécile à cette fête des noces d'or. Je vais t'écrire un texte et tu diras le texte que je t'écris. Tu n'en parles à personne, c'est un secret. 5 francs maintenant, 5 francs après la fête. L'unité de valeur, c'était la crème à la glace du marchand italien, 25 centimes, vous voyez. 40 crèmes à la glace, moi j'étais vénal. Hein. Pour ce prix-là, j'aurais récité ce qu'on voulait. Alors,
mon père m'a fait réciter tous les jours, dans son bureau, le texte qu'il a écrit. Et alors arrivent les noces d'or, l'oncle moine qui chante sa chanson idiote, et puis les cousins américains, The Cat, The Bullet and The Little Rabbit, en papier crépon, c'était épatant. Et puis le cousin français, et puis c'est mon tour. Il y a 80 personnes là quand même, hein? Alors je m'avance avec mes 6 ans tout mouillés, et je dis... La galvanoplastie occipitale et glauque mate à mort un concept d'orfroie seigneurial, glèbe, sans nul syndic du combat consignal, tel syllogisme épars qu'un sifflat d'archiloque. Mince le faux pipeau qui dit que la loque est là, qu'est loque, oui, l'Écosse implique en général Walter Scott, ta culotte banale épinale, si l'honneur d'un isard, clos, l'uniclos colloque. Voilà, j'avais fini. J'ai reçu comme un camion jaune la haine de 80 personnes qui m'arrivaient dessus, comme ça. Et là, à 14 heures, comme disent les pilotes, mon père, avec la deuxième pièce de 5 francs qu'il faisait. Et alors, le truc, mon vieux, ma grand-mère, folle de rage, mais folle de rage. Et alors, je vais à table à côté de la grand-mère et je veux un peu de vin pour faire comme les grandes personnes, quoi. Merde, j'avais bien travaillé. Et alors, et je renverse mon verre de vin comme ça. Terrible. Alors la grand-mère se met avec la voix mal placée de toute une vie à m'insulter dans toutes les langues qu'elle connaissait. Et dès qu'elle a commencé à m'insulter, mon père renverse son verre de Bordeaux, celui de ma mère, le sien, celui de l'oncle moine, celui du cousin américain, jusqu'à ce qu'elle s'arrête de hurler après moi. Et puis il se penche avec ses 115 kilos sur elle et il dit un enfant, c'est plus important qu'une nappe. Bon, moi, je me suis redressé, hein, sur mes coussins. C'était mon héros, hein, il était formidable. Alors, ça a été quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, bien sûr. Quelle folie. Voilà. On va peut-être terminer sur une dernière chose. Qui a à voir avec cette histoire d'enfant, juste sur une dimension extrêmement importante de votre parcours, qui est la formation, qui est la jeunesse. Oui. Et peut-être terminer sur ce que ce travail de formation, encore une fois, qui commence et vous continuez encore aujourd'hui dans votre école, en quoi est-ce qu'il a nourri votre travail de poète, de Mais je vais donner un travail à Assal. Alors allez-y. Pour la suite de la journée. C'est important qu'il donne des devoirs pour la maison. Hein, je vous donne un devoir pour la maison. Je vous lis un texte des 51 nouvelles auquel je tiens parce que c'est vrai ce que je raconte là. Ça s'appelle Les mots comme neufs, 2014. Certains mots, depuis 70 ans, je les entends de travers. Un jour, à l'école primaire, le professeur, à leur propos, a dit des bêtises, et ensuite, pendant 70 ans, vous les entendez à côté de leur sens. Je vous propose une enquête policière sur votre propre enfance. Et si vous trouvez un mot comme ça, votre vie se transforme. Il y a un rayon de soleil qui rentre à jamais. Vous allez voir pourquoi. Si vous rencontrez un de ces mots, attrapez-le, ôtez-lui chaque lettre une à une, passez chacune au savon noir, redites-les une à une, d'abord à voix basse puis à voix haute, demandez à chacune des comptes, et puis ravigoter, rabibocher, viendra le temps de la séduction, des nouveaux vêtements érotiques parfois et d'un chant intime éclairant. Ah, il faut le gronder gentiment, le requinquer, et qu'à son tour, il prenne la dimension de sa révolte. Et ainsi, le nouveau sens l'épanouit. Il y a de la lumière partout, il y a gourmandise et jubilation. Et à chaque nouvelle rencontre, il surgit ses plaisirs à tout va et qui ne se trahit. Ainsi, le mot horizon. Ça, j'ai fait le travail avec le mot horizon.
Le professeur de ma petite enfance disait « L'horizon est une ligne semi-circulaire, continue dans les pays de plaine et brisée dans les pays de montagne. » Eh bien, ce n'est pas vrai. Il m'a trompé. L'horizon, il lui arrive d'être courbe pendant 360 degrés. Et ce n'est pas une ligne, quel du prix. J'ai été floué, filouté. Pendant 70 ans, j'ai oublié de me retourner. J'ai appris maintenant que quand on se retourne, vous viennent des odeurs de violette ou de lavande, et même des embruns. Le même professeur disait « Les empereurs romains dormaient sur des lits de camp aux limites de l'Empire. » Et moi qui le croyais. J'ai appris depuis que parfois ils rentraient à Rome et dormaient dans des lits luxueux en fort bonne compagnie. Et moi qui, sur la phrase d'origine, avais fondé une vie d'austérité. Tenez le mot liesse. Je consulte le littré. Liesse, mot vieilli. Ah, Émile, littré, n'a pas dû souvent rigoler. Soudain égaré dans son talent, quel déni. Pour moi, dans son embrasement, le nouveau mot liesse, remis à neuf, n'est plus l'affaire des foules, c'est une affaire intime, âme par âme. La liesse est aux laïcs, ce que la grâce est aux croyants. On y trouve des intuitions épanouies à l'heure dite, des miracles pour de vrai, des paroles tenues et des amours qui veulent bien. Pour les foules, il y a des fêtes, pour l'âme de chacun, une liesse qui attend et qui grandit soudain comme une ébriété. C'est de Saint Jean de Perse, l'accélération. Eh bien, ce mot remis à neuf vous donne l'enfance de l'art en habit du dimanche et l'art des 4 jeudis et une jouissance au-dedans et qui flambe pour de bon. Il y a accomplissement et qui réclame le secret, banquet de consentement et d'harmonique libre. Mallarmé le disait déjà, donner un sens nouveau aux mots de la tribu. Ça, c'est votre devoir pour cet après-midi. C'est important de faire ça, je vous assure. Trouvez le mot qui convient, avec qui vous réglez vos comptes une bonne fois pour toutes, et votre vie va être transformée. Bon, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci, merci.